très heureux de vous retrouver ici au Salon des maires, sur le plateau de Bismarck pour vivre, eh bien, vous le savez, en immersion, ce Salon des maires jusqu'à jeudi. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui et on va accueillir dans cette émission qui est le grand journal des maires, eh bien, deux élus, le maire de Belfort et le maire d'Herblay-sur-Seine. Ils sont mes invités, ils vont tout nous dire sur leur parcours, leurs ambitions aussi, pour parler évidemment des territoires. Et sur le plateau de Bismarck, ici pour ce grand journal des maires, j'accueille Damien Meslot. Bonjour Damien. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Merci de faire une petite pause sur notre plateau pour le grand journal des maires. D'abord quelques mots sur votre parcours. Vous avez été député pendant 15 ans et puis vous êtes aujourd'hui totalement investi sur votre mairie de Belfort et puis vous présidez l'agglomération. Juste d'un mot, parce que ça dit quelque chose d'un élu. Vous avez choisi de ne plus être député pour vous consacrer, on nous dit, à la plus belle fonction élective. Est-ce que c'est ça le choix que vous avez fait ? Écoutez, j'ai été très content d'être député pendant 15 ans, mais je pense qu'il faut aussi savoir passer la main. Et c'est un jeune de 29 ans qui m'a succédé et j'étais très attaché à mon territoire. Et je m'étais engagé en 2014, alors que j'étais député, quand j'ai été élu maire, de choisir le mandat de maire et de rester maire lorsque la loi sur le cumul serait votée. Et je pense qu'il est important de respecter les promesses qu'on fait à ses électeurs. Damien Meslot, ce qui est intéressant, c'est que Belfort, c'est le plus petit département de France, territoire de Belfort. Et j'ai le sentiment, moi qui n'y suis pas né, qui ne suis pas de cette région, que c'est connu de tous les Français. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce petit morceau de territoire pas loin de la Suisse et de l'Allemagne, je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce qui fait que ce territoire est connu des Français ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison historique. Belfort faisait partie de l'Alsace. Et lors de la guerre de 1870, grâce aux fortifications de Vauban, Belfort résiste pendant 103 jours. Et à l'issue de la guerre, un petit territoire autour de Belfort, qui correspond à la ligne de partage des eaux, reste à la France après la guerre de 71, pendant que toute l'Alsace-Moselle passe sous domination prussienne. Et Belfort, qui est une petite ville de garnison de 5000 habitants, reçoit des dizaines de milliers d'Alsaciens qui veulent rester français, et aussi un certain nombre d'industries comme Alstom, enfin c'est l'Alsacienne de construction mécanique qui devient Alstom, ouais, qui viennent à Belfort. Les Lions, Sochaux pas loin, l'industrie automobile, tout ça aussi irradie ce territoire. Bien sûr, donc Belfort est la région la plus industrielle de France. On a Alstom qui fabrique le TGV et les centrales nucléaires. On a, ça a été vendu à GE, General Electric, qui fabrique les turbines gaz, les turbines nucléaires, qui vont passer sous contrôle EDF. Et Peugeot, vous étiez beaucoup investi sur ce dossier aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Et Peugeot, qui est juste à côté, à Sochaux. Donc on a le plus fort taux d'emploi industriel de France. Le maire que vous êtes, qui a fait le choix de se réinvestir sur son territoire et finalement de ne pas avoir, j'allais dire, de carrière nationale. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour le territoire de Belfort ? On est au milieu de ce salon des maires avec de la technologie, avec de l'innovation. Quels sont les grands projets que vous portez ? J'ai vu que l'hydrogène était un élément important dans votre stratégie. Alors, on est la région la plus industrielle de France, mais on a deux pôles importants, c'est l'énergie et les transports, avec Alstom, le TGV et les centrales. Et on a décidé de se diversifier autour de deux secteurs, la logistique. Amazon est venu s'implanter sur Belfort, et également l'hydrogène. On a McPhy, qui est le leader français des électrolyseurs, qui vient construire une gigafactory à Belfort. Et on a également pour ambition de faire passer l'ensemble de notre flotte de bus à l'hydrogène. Nos laboratoires de recherche publient sur la pile à combustible 70% des publications au niveau national. Je trouve que il y a beaucoup de maires qui viennent sur notre plateau et on voit la passion qu'ils mettent à transformer leur territoire, c'est-à-dire à les faire coller à l'évolution du monde et de la société. Est-ce que c'est un peu ça votre idée ? C'est de se dire, après tout, on est dans l'ère du numérique et il faut que nos villes accompagnent cette transition. Bien sûr, il faut accompagner la transition.
il faut aussi essayer d'envisager l'avenir. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans la recherche. On a des laboratoires de recherche qui sont extrêmement performants. Par exemple, dans la zone qui s'appelle le Technome, où il y a Alstom General Electric, 35 hectares, 7000 salariés, 1500 étudiants. On est en train de lancer un projet qui s'appelle e-Start d'autoconsommation énergétique. C'est-à-dire que tout cet ensemble fonctionnera avec l'énergie verte qui sera produite sur place, stockée sur place. Vous avez des enjeux vraiment très d'actualité, la consommation d'énergie, tant pour les services municipaux que la réalité du quotidien des habitants qui, avec l'arrivée du froid, dont on nous dit que le froid est là, va augmenter la facture énergétique. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Les gestes pratiques, évidemment, mais ça ne suffira pas, on le sait. Qu'est-ce que vous inventez pour réduire la facture ? Alors pour réduire la facture, on est aussi en train d'implanter une ferme solaire, 90 000 panneaux solaires. Attendez, ferme solaire à Belfort, je taquine. Oui, mais vous savez, avec le réchauffement climatique, maintenant, Belfort, il y a beaucoup de soleil. Je vous invite d'ailleurs à venir plus souvent. Vous aurez l'occasion de le voir. On installe 90 000 panneaux solaires qui vont produire l'équivalent d'énergie d'une ville de 43 000 habitants. Donc voilà, par exemple, un des points. On installe aussi une station de production d'hydrogène verte à l'entrée de Belfort. Tout cela va contribuer à terme à baisser la facture énergétique de nos habitants. Et notre logeur social, Territoire Habitat, est en train de construire des immeubles qui seront intégralement chauffés à l'hydrogène. C'est une première nationale. Vous qui avez connu le fauteuil rouge de la salle des 4 colonnes, de l'hémicycle, on vous semble encore plus passionné, plus investi. C'est quoi la différence entre être député et être maire ? Écoutez, moi j'ai apprécié les deux fonctions. J'étais 15 ans député. On fait la loi. J'ai initié la loi rendant obligatoire les détecteurs de fumée. Mais quand on est né dans une ville, qu'on y a passé toute son enfance, qu'on y a vécu, qu'on y est attaché, c'est quand même extrêmement valorisant, extrêmement passionnant de pouvoir modifier la ville, de prévoir les évolutions d'une ville à court, moyen et long terme. Je vous ai taquiné sur les panneaux solaires, mais évidemment qu'il y a du soleil à Belfort et sur le territoire. L'attractivité de votre territoire, ça c'était un enjeu que tous les maires ont vécu avant qu'on nous annonce évidemment la hausse énergétique, mais il y avait l'attractivité des territoires. Le Covid a fait que les Parisiens ou ceux des grandes villes se sont dit tiens, si je renversais la table et que je partais au vert. Vous l'avez vécu cette attractivité ou vous dites on a encore un peu de chemin à faire là-dessus ? On a toujours du chemin à faire, mais oui, alors c'est moins les Parisiens que des habitants de grandes métropoles qui sont venus, mais il faut voir qu'on a une attractivité qui est forte. On a des festivals, je pense aux Eurockéennes qui sont excellent festival. Connus. On a 2 scènes nationales, une de danse, une de théâtre. On a le Tour de France qui sera le 22 juillet à Belfort. Donc on a plein d'activités et les gens qui viennent chez nous de ces grandes métropoles sont surpris par les prix de l'immobilier, par l'absence d'embouteillage, par l'absence de pollution et par la qualité de vie. Dans une ville moyenne de 50 000 habitants, où vous avez tous les services. Une ville à taille humaine, ça c'est important, et un territoire d'ailleurs à taille humaine. On a parlé de l'écologie, des efforts que vous faites, et puis de la transformation solaire et hydrogène. Un peu de numérique, parce qu'aujourd'hui, l'exigence des Français, des jeunes couples, c'est de vous dire, l'école, elle est bien, l'école pour mes enfants, et 2, est-ce que j'ai un accès rapide à la 5G, à la fibre ? Est-ce que je vais pouvoir me connecter et télétravailler ? C'est ce qu'on vous demande. Alors, Belfort a été la première ville de Franche-Comté à bénéficier de la 5G. On a la fibre sur l'ensemble du territoire suite à un accord qu'on avait signé avec Orange, et on a équipé, par exemple, l'agglomération du Grand Belfort, toutes les écoles de TBI et de tablettes numériques qui permettent aux enfants, dès le plus jeune âge, d'être acculturés au numérique. C'est quelque chose d'important et on a toute une série de start-up qui travaillent dans ces secteurs et qui permettent à notre ville, à notre agglomération, d'être plutôt avant-gardiste sur le sujet. Damien Meslot, rappelons, 141 000 habitants, parce qu'on parle d'un territoire qui est connu de tous, qui a l'impression d'être immense. 141 000 habitants, ça c'est le département. Et votre ville, centre,
C'est combien? C'est 50 000 habitants? 50 000 habitants pour la ville, 105 000 pour l'agglo, 141 000 pour le département. Donc vous voyez, c'est un tout petit département, mais où il se passe plein de choses, où il y a plein d'industries et où il fait très bon vivre. Il y a plein d'industries, on le redit, il y a quand même chez vous l'idée d'accompagner la transformation énergétique et écologique avec des industries de pointe. Est-ce que, en termes de volume, l'industrie et les secteurs dont vous parliez tout à l'heure sur l'hydrogène sont à égalité ou c'est l'industrie qui prédomine encore? Pour le moment, c'est l'industrie qui prédomine, mais avec les services qui commencent à venir de plus en plus nombreux. On a construit une zone d'activité économique à côté de la gare TGV. Il y a déjà 450 emplois et les emplois de services commencent, c'est l'évolution de la société, c'est l'évolution de l'économie, à prendre une part de plus en plus importante sur le total des emplois. Vous rêvez de faire grossir un peu votre population parce qu'il y a encore une fois l'enjeu d'attractivité. Est-ce que vous dites, j'ai envie, moi, maire, président de l'agglo, de donner envie de venir habiter sur le territoire de Belfort? Alors oui, on ne fait pas une course à la taille, mais oui, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez envie de bien vivre, au pied des Vosges, dans une zone naturelle, dans une ville où vous avez tous les services, mais qui est à taille humaine, venez habiter à Belfort et dans l'agglomération de Belfort, vous serez ravis et vous vivrez très bien. Ça neige un peu là? Je n'ai pas vu. Alors il neige pas encore, mais il neige tous les ans. Ouais, il neige tous les ans, ce qui est pas fait encore d'ailleurs, pour être très honnête, parce que il n'a pas neigé encore cette année. Les stations de ski, même chez vous, j'imagine, commencent aussi à s'inquiéter, qui est un vrai sujet d'ailleurs pour les élus locaux. On a des stations, la station du Ballon d'Alsace, une station des Vosges, où effectivement l'enneigement est un petit peu moins fort, comme sur toutes les stations de moyenne montagne. Une dernière question, on ne l'a pas évoqué parce que c'est un petit peu l'esprit qui plane sur ce territoire. Il y a Jean-Pierre Chevènement. Il est là toujours. Il observe. Oui, Jean-Pierre Chevènement, il a 83 ans, mais il a donné pour ce territoire aussi. Il a beaucoup donné pour ce territoire. J'étais à sa remise de décoration à l'Élysée il y a quelques semaines. On a d'excellentes relations avec lui. On est toujours heureux lorsqu'il répond à nos invitations, lorsqu'on inaugure quelque chose. Mais Jean-Pierre Chevènement était une des grandes figures du territoire de Belfort et on est toujours ravis de l'accueillir. Juste avant de nous quitter, entre nous, il n'y a personne. Vous prenez plaisir à occuper cette fonction de maire. Qu'est-ce qu'elle vous apporte au fond? Écoutez, comme je vous le dis, j'ai un attachement viscéral à ma ville. Les rencontres avec la population, les projets qu'on peut construire, tout cela est extrêmement gratifiant et je pense que le mandat de maire est effectivement le plus beau des mandats. Là, vous allez vous balader un peu sur les stands, j'imagine. On est sur celui d'Amazon. Vous allez quoi? Qu'est-ce que vous recherchez là en tant que maire? Un accompagnement technologique, de l'aide pour l'énergie, pour faire baisser la facture? Écoutez, des idées nouvelles aussi, parce que quand on est sur un salon comme celui des maires, il y a beaucoup d'idées nouvelles, il y a beaucoup de contacts qui peuvent être pris, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut sortir aussi de sa zone de confort, il faut toujours se remettre en question, puis il faut regarder comment ça se passe chez les autres, parce qu'au-delà des stands, il y a aussi tous les contacts avec les collègues maires, et on prend... Des échanges de bonnes pratiques? Des échanges de bonnes pratiques, des nouvelles idées, on regarde, vous savez, on regarde ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait un peu moins bien, ceux qui ont des bonnes idées, et cette richesse de contacts est extrêmement intéressante, et on récupère des idées qu'on met en place dans les semaines qui viennent. Vous êtes d'accord? J'imagine que les sujets que vous avez en off, hors caméra, hors plateau de télé, c'est de vous dire... comment tu fais pour réduire ta facture? J'imagine que c'est un des sujets centraux. Oui, on a des budgets qui sont de plus en plus contraints. Les agglos, c'est la suppression de la CVAE qui arrive. On a des factures énergétiques qui explosent. Donc, on a tous les mêmes contraintes, grandes comme petites agglomérations. Il y a juste les chiffres qui varient. Et sur le reste, on discute et des fois, on récupère d'excellentes idées. Et donc, vous allez partir comme ça à la rencontre avec votre petite sac en bandoulière pour glaner des informations et puis rencontrer aussi des élus, des amis qu'on n'a pas forcément le temps de voir lorsqu'on est engagé sur son territoire. Merci Damien Meslot, maire de Belfort. Merci à vous. Président du Grand Belfort, plus petit département, mais avec la manière dont vous nous en avez parlé, on a l'impression que c'est le plus grand territoire de France. Ici passe plein de choses. Il y a l'industrie évidemment, historique, mais il y a aussi le numérique et l'hydrogène. Et ça, c'était important de signaler qu'il y avait un engagement sur l'hydrogène sur votre territoire. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans le grand journal des maires. Et puis, je vous laisse filer. Il fait beau à Belfort, hein, vous nous l'avez dit.
Donc vous vous engagez sur facture. Merci Damien Meslot. Merci à vous, bonne journée. Merci. Et j'accueille mon deuxième invité, Philippe Rouleau. Bonjour Philippe. Bonjour. Maire d'Herblay-sur-Seine, c'est dans le Val d'Oise. Vous êtes le vice-président de ce département et vous êtes aussi le vice-président de l'agglomération de Valparisis. Je prononce bien ? C'est exactement ça, oui. On confond des fois avec la ville, mais oui, c'est Valparisis. Donc j'ai bien raison de ne pas prononcer le S. D'abord un petit mot, parce que maire, c'est quoi pour vous ? Comment vous définiriez cette fonction, pour ne pas dire cette mission ? Alors d'abord, maire, on dit souvent c'est le plus beau des mandats, parce que c'est vrai que j'en discutais tout à l'heure avec Carl Olive qui a fait la différence. Vous êtes voisins, hein ? On est voisins, Poissy, c'est pas très loin d'Herblay-sur-Seine. Maire, d'abord c'est très proche des concitoyens, et en fait vous êtes élu sur votre action, ou au départ, lors de la première élection, sur l'impression qu'ils ont de vous. Donc c'est votre personnalité, votre charisme. Et donc déjà, rien que pour ça, c'est un beau mandat, parce qu'ils ont voté pour vous. Sur votre nom, c'est pas une liste. Voilà. Donc, et puis, c'est un beau mandat dans le sens où on répond au quotidien des gens et on est proche d'eux. Et ça, faut aimer aussi, hein. Il faut aimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est maire 365 jours sur 365. Et il n'y a pas que des moments heureux. C'est pour ça que je dis qu'il faut aimer, parce que quand je raconte ma vie de maire à certains, ils se disent « Ouh là là, je ne pourrais pas faire ce que tu fais ». Parce que oui, il faut avoir ça en soi, même quand on est en congé. S'il se passe quelque chose sur ma ville, je dois pouvoir répondre aux concitoyens, je dois pouvoir répondre à la presse également. Il y a eu des drames dans ma ville. J'ai été appelé à 5 h du matin par des chaînes de télévision, etc. Donc on est toujours... on peut toujours être dérangé, et même au niveau familial, c'est pas évident, parce que je regarde souvent mon portable, j'essaye de faire des coupures de temps en temps, mais il se passe toujours quelque chose. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Ah oui, moi je suis passionné par ce que je fais, et c'est sûr que oui, le mandat de maire pour moi, vous savez, le soir, quand je rentre chez moi, quand je me couche, j'ai vraiment l'impression d'avoir été utile. Par contre, c'est pas facile, parce que vous êtes de plus en plus attaqué sur des réseaux sociaux. On remet souvent en cause les décisions que vous prenez. Un maire prend énormément de décisions. Donc, et quand les gens ne connaissent pas les dossiers, et c'est pour ça que c'est important de beaucoup communiquer, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble actuellement. La communication, c'est essentiel. Et la communication numérique également, pour expliquer les décisions qui sont prises. On va y venir. Un mot quand même, vous êtes un maire, j'allais dire un peu particulier, parce que votre commune, elle attire énormément, parce que depuis 3 ans, vous avez 1000 habitants en plus chaque année, ce qui peut faire rêver un certain nombre d'élus d'avoir 1000 habitants chaque année. Ça veut dire que le maire que vous êtes, vous accueillez de nouveaux visages, de nouvelles sociologies, de nouveaux électeurs, et j'allais dire de nouvelles exigences. Comment vous faites concrètement ? Alors, vous avez raison, c'est pas évident, d'autant que la crise sanitaire a accéléré, parce qu'en fait, beaucoup de gens qui habitaient Paris, des fois sans balcon, sans espace vert, se retrouvaient enfermés chez eux. Et c'est vrai que la crise sanitaire, on a vu un changement des comportements. Les gens se sont beaucoup recentrés sur eux-mêmes, sur leur espace intérieur. Mais c'est qui ces personnes qui viennent chez vous ? Elles arrivent d'où ? Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont envie de venir dans votre commune ? Alors, dans ma commune en particulier, ils ne viennent pas tous chez moi. Il y en a aussi qui vont dans d'autres villes, mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup à Herblay-sur-Seine, parce qu'on y trouve beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, ceux qui viennent chez nous, ce sont des gens qui habitent la Petite Couronne, donc les Hauts-de-Seine, beaucoup des Hauts-de-Seine, et chose nouvelle, beaucoup de Parisiens également. Et donc, vous l'avez évoqué, ils ont un niveau d'exigence beaucoup plus important. On n'a pas les mêmes moyens que des grandes villes qui sont dans les Hauts-de-Seine ou à Paris. Exigences numériques, qualité des écoles, des transports. C'est ça les exigences. Moi, j'essaie de leur expliquer que les atouts de notre ville, c'est d'autres choses aussi. C'est-à-dire que c'est un petit peu la ville à la campagne. On a des berges de Seine qui sont magnifiques.
On peut aller sur le marché d'Herblay, qui est très sympa avec une halle. On est en train de refaire le centre-ville pour laisser beaucoup d'espace aux gens pour se promener, pour discuter. Donc c'est cette ambiance-là aussi qu'ils viennent chercher. La campagne à la ville, je leur dis parce que ces nouveaux habitants, cette nouvelle sociologie, ils ont quand même des exigences sur les questions numériques. C'est un sujet qui vous interpelle. Vous vous occupez des transports, qui est un énorme sujet évidemment dans l'agglo et au sein du département. Le numérique, ça occupe une réflexion importante pour vous, la transformation numérique? Oui, alors tout d'abord, le numérique est très utilisé pour faciliter la vie quotidienne des gens. Tout le monde est connecté maintenant. C'est-à-dire que l'Internet, le temps où on se connectait sur un ordinateur pour avoir accès à Internet, est révolu. La plupart des connexions se font en situation de mobilité à partir des portables. Et les gens sont de plus en plus pressés, sont de plus en plus consommateurs, sont de plus en plus dans l'instantanéité. Et il faut leur apporter donc des réponses rapides. AWS accompagne les communes avec une série d'outils. Qu'est-ce que vous recherchez en priorité? Parce qu'il y a des citoyens qui vous disent, et vous l'entendez souvent, on n'est pas assez connecté, on n'est pas assez en direct. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors le raisonnement des concitoyens est assez simple. En fait, quand ils cherchent une information, ils veulent l'avoir le plus rapidement possible. Donc pour ça, encore une fois, il y a des applications intelligentes qu'on ne proposait pas avant. Il y a des téléservices. Il y a également la capacité, il ne faut pas que les technologies remplacent l'humain, ça a été dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc il faut aussi que nous, on travaille sur l'accueil physique, la prise en charge des personnes et la relation avec eux. Je crois que globalement, effectivement, ça facilite la relation avec eux, mais ça ne doit pas déshumaniser. Il y a quand même une exigence de la rapidité, de l'information qui arrive rapidement. Ça, c'est quelque chose pour vous qui est un enjeu. Puis il y a un deuxième enjeu qui vous interpelle parce que c'est l'actualité, c'est la question de l'énergie, de la hausse du coût de l'énergie, tant pour la ville, mais que pour vos habitants. Quelles sont les pistes de réflexion ou d'action concrètes que vous mettez en place sur ce sujet? Alors, je suis touché comme toutes les collectivités, effectivement. Nous, les collectivités, enfin, on est en train d'en discuter justement au Parlement. On s'est pris de plein fouet donc les hausses du coût de l'énergie et ça, c'est une véritable difficulté. On est en train de clôturer notre budget comme tous les maires, je fais cet exercice. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on parle beaucoup de l'augmentation du coût de l'énergie, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. J'ai la restauration scolaire. J'ai l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, même si je suis très content pour les fonctionnaires, c'est quand même pris en charge en totalité par les collectivités locales sans compensation de l'État. Donc il y a une conjonction qui fait qu'il y a énormément d'éléments qui font qu'on a beaucoup de mal à clôturer nos budgets. Donc on est obligé de prendre des décisions difficiles. Donc bien sûr, les économies d'énergie, c'est au cœur de nos préoccupations. Par exemple, au niveau de l'agglomération Valparisis, on a décidé de couper donc l'éclairage public la nuit. Donc ça nous a fait une économie. Lors de la dernière réunion qu'on a eue au niveau de l'agglomération Valparisis, on a pris une autre décision, c'est d'accélérer le remplacement de l'éclairage public pour faire du tout LED. C'est-à-dire transformer, en fait, faire des investissements. Qui réduit la consommation. Voilà, faire de l'investissement pour réduire donc, le coût de fonctionnement qui est une vraie difficulté au niveau des collectivités locales. Mais là, vous allez devoir de faire des choix concrets, des arbitrages. Vous allez dire, j'ai eu 20-30% d'augmentation de ma facture énergétique, je dois arbitrer. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez? On est obligé de les avoir. Et donc, au-delà des économies qu'on va générer par un certain nombre de décisions sur l'énergie, on a mis aussi en place un guide éco-citoyen au niveau de la ville d'Herblay pour que les agents se rendent compte des économies à réaliser. Mais au-delà de ça, on est obligé de faire des choix. Par exemple, j'ai décidé d'annuler les vœux à la population. J'ai décidé de revoir, de supprimer même des projets que j'avais en termes d'animation au niveau de la ville. Pour réduire les coûts. Pour réduire les coûts. Donc ce sont forcément des... Il n'y a pas 36 façons
de réduire les coûts. C'est forcément impopulaire. Donc on est obligé de prendre des décisions et bien sûr qui sont difficiles. Philippe Rouleau, avant de nous quitter, il y a le transport, il y a aussi des enjeux numériques sur le transport. Concrètement, qu'est-ce que vous dites? On réduit les distances, les déplacements, on met les gens en télétravail. Vous avez, j'imagine, beaucoup d'habitants qui sont en télétravail. Comment on repense tout cela à l'aune d'une énergie qui va coûter de plus en plus cher? Alors moi, j'ai un avis qui est très tranché sur la question. Je pense que depuis des années, on se trompe sur l'aménagement du territoire en Île-de-France. Tiens, C'est-à-dire que tout converge vers Paris, c'est vrai. et je trouve que c'est une bêtise monumentale. Donc en fait, ça passe par le réaménagement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que toutes les entreprises aillent à Paris, il faut tout simplement qu'on crée de l'emploi et qu'on évite aux gens d'aller par Paris. Souvent d'ailleurs, pour faire du banlieue-banlieue, on est obligé de passer par Paris. C'est vrai. Et je crois qu'il faut vraiment, alors bien sûr, le télétravail, bien sûr, ça, et d'ailleurs la crise sanitaire a eu du bon à ce niveau-là, puisque le niveau d'appropriation de ces nouvelles technologies, de la visioconférence, Oui, a fait un bond. le numérique est plus que jamais nécessaire. Voilà, et maintenant, les gens ont eu l'habitude d'utiliser ces outils, donc on les utilise toujours, mais je crois qu'il y a un véritable enjeu de réaménagement du territoire pour qu'on ne soit pas obligé de faire des grandes distances pour aller travailler. Un tout dernier mot, ces fonctions de maire, parce que vous êtes élu depuis un certain temps, vous avez l'impression qu'elles sont un peu percutées par la révolution numérique et que finalement le maire du XXe siècle n'est plus le maire que vous êtes aujourd'hui. C'est autre chose. Il faut être plus compétent, j'allais dire. Alors, oui, ça devient de plus en plus complexe. Après, les nouvelles technologies, ce n'est pas les nouvelles technologies qui ont rendu plus complexe. Au contraire, moi, je suis plutôt... je travaillais dans une grande entreprise française dans le numérique, en charge des collectivités territoriales d'ailleurs. Donc vous étiez de l'autre côté de la barrière, vous. Voilà, j'étais de l'autre côté de la barrière et je sais à quel point les nouvelles technologies peuvent aider justement à communiquer, à être plus efficace, à être plus productif. Alors plus productif, c'est un adjectif qu'on n'utilisait pas du tout pour les collectivités locales. Même l'efficacité, on ne l'utilisait pas. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit de plus en plus efficace dans l'action, dans notre action. Non, ce qui a beaucoup changé et ce qui a rendu plus difficile, c'est les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, c'est des nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, en fait, ça a du bon, je les utilise beaucoup, mais ça sert aussi de défouloir. Et souvent, on est obligé de faire la part des choses en acceptant des fois d'être un peu des fois même insulté sur les réseaux sociaux. Et on se dit, bon, c'est dommage, au départ de mon mandat de maire, j'étais membre de tous les groupes, tu sais, quand tu viens d'Herblay, etc. Et je me suis retiré de tous ces groupes-là. Et je me dis que c'est pas ça la démocratie locale. Il faut faire attention de ne pas transformer. Donc les réseaux sociaux, c'est important. On a l'avis de certains concitoyens, mais ce n'est pas ça qui fait la démocratie. En conclusion, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a d'un côté des réseaux sociaux dépotoirs, mais de l'autre des outils numériques très utiles au développement et à la vie de nos concitoyens. C'est ça que vous nous dites? Exactement. Alors les réseaux sociaux, moi je les utilise. Je fais des Facebook Live. Tous mes conseils municipaux sont retransmis en direct sur Facebook. Mais ça sert aussi de défouloir. Mais avec un pas de côté aussi sur les réseaux sociaux défouloirs, évidemment duquel d'ailleurs certains se désabonnent ou se retirent tout simplement. Mais l'outil numérique, vous y croyez? Ah oui, tout à fait. Merci Philippe Rouleau. Merci à vous. Si c'était à refaire, je retiens cela, eh bien vous re-signeriez en bas de la feuille pour devenir maire. Tout à fait, je suis passionné par mon mandat de maire et je re-signerai. Oui, vous savez que ce qu'on dit, c'est le plus beau des mandats, mais c'est le mandat à portée de claque. Et oui, et moi j'avais indiqué ça à Emmanuel Macron quand il faisait le grand débat. Effectivement, on est à portée de baffe. Des fois, on est peut-être un peu maso, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est à portée de baffe, mais au moins, on est en direct et on n'est pas déconnecté des réalités des quotidiens des Français. Le plus beau des mandats avec des outils performants numériques. Merci Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine, vice-président du conseil départemental du Val d'Oise et de l'agglomération de Valparisie. 31 500, plus 1000, plus 1000, plus 1000, on est à 33 000. J'espère que ça ne sera pas 1000 tous les ans quand même. Oui, parce que vous allez finir par pas pouvoir les loger. Voilà, parce qu'on cherche aussi à limiter le nombre de personnes qui viennent chez nous.
voilà, on veut pas. Merci à vous, Philippe Rouleau, d'être venu nous rendre visite dans le grand journal des maires, ici en immersion, au Salon des maires. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui et c'est évidemment un vrai plaisir de partager ces moments avec tous ces élus. À très très bientôt. Merci à vous.